Merci de votre bel exposé. Je pense que vous avez traité de deux questions principales et je vous propose d'avoir une discussion autour d'elles. La première, c'est celle par laquelle vous avez terminé, à savoir les questions du rapport entre légitimation et démocratie et comment concevoir la question du progrès démocratique au niveau des institutions européennes. Et la deuxième question, c'est celle par laquelle vous avez commencé, c'est le passage d'un quasi-fédéralisme à un pseudo-fédéralisme et comment imaginer la forme de l'Europe à venir. Sur le premier point, je suis totalement d'accord avec votre analyse selon laquelle on ne peut pas concevoir la question de la démocratie au niveau des institutions européennes comme celle d'un jeu à somme nulle entre institutions nationales et européennes. Ça, je suis tout à fait d'accord. Et on peut même aller plus loin en disant que la panne, ce qu'on appelle le déficit démocratique en Europe, n'est que l'autre versant d'un déficit démocratique dans chaque pays. Et qu'on ne peut comprendre la panne démocratique en Europe que si on a une analyse suffisamment claire de ce qu'est aussi la panne démocratique à l'intérieur de chaque pays européen. Et faire donc comme si la question de l'Europe était celle d'une insuffisance simplement de démocratie liée au fait que les États-nations voudraient la retenir est effectivement une analyse qui me semble très insuffisante. Et pour une grande part, le reproche que l'on peut faire à Habermas, c'est que d'une manière ou d'une autre, il pense en termes de translation et de jeu à somme nulle. C'est au fond ça. Et je crois qu'on serait assez d'accord sur cette analyse critique, je dirais, de la position de Habermas. Ceci étant dit, la question est donc celle de comment, parallèlement, faire progresser les formes démocratiques au niveau européen et au niveau national, sachant que si elles progressent elles doivent progresser de concert. On peut avoir plus de démocratie en Europe si on a plus d'un autre type de démocratie à l'intérieur de chaque nation également. Et là, je ne serais pas complètement d'accord avec la façon dont vous avez abordé la définition de Max Weber de la légitimité. Vous avez raison de dire, tout à fait, qu'il n'y a pas que de la légitimité démocratique. Il y a des formes de légitimité qui sont justement le consentement passif, qui est l'obéissance. Et la définition pragmatique que vous avez donnée de Max Weber de la légitimité, la probabilité pour que des décisions soient obéies, si on voulait donner une définition pragmatique de la légitimité démocratique, on dirait la probabilité pour que des décisions soient socialement appropriées. Donc il y a une dimension au-delà même de la notion de consentement, elle est entre celle d'obéissance et d'appropriation, disons. Elle est un peu intermédiaire. Mais la légitimité démocratique, ce serait bien ça, faire que des décisions soient appropriées. Et au fond, c'est ce qui fait défaut, je trouve, dans l'analyse d'Habermas, c'est d'avoir une définition trop institutionnelle de la démocratie et d'avoir une définition de la démocratie qui ne la resitue pas dans un cadre plus large des rapports entre institutions et société, entre pouvoir et société, quelle que soit la nature de ces institutions et de ces pouvoirs. Et que la démocratie classique le pense en termes de représentation, en termes d'élection, alors que si on prend le point de vue des rapports généraux pouvoir-société, on va les situer dans le cadre de mécanismes généraux d'interaction. Et ces mécanismes généraux d'interaction vont être beaucoup plus larges que ceux simplement de l'élection. Et que, indépendamment de l'élection qui, pourrait-on dire, consacre ce qu'on peut appeler une légitimité d'autorisation, il faut aussi tenir compte de ce qu'on pourrait appeler une légitimité d'exercice. Et le grand problème des sociétés contemporaines, c'est que la légitimité d'autorisation a décliné, alors que la légitimité d'exercice est devenue de plus en plus centrale, et les citoyens la conçoivent comme telle. Or, quand on a voulu faire progresser les institutions européennes, on a voulu les faire progresser sur le seul mode de cette légitimité d'autorisation. Il est vrai que le Parlement européen a des pouvoirs accrus maintenant, parce qu'il faut son accord pour nommer le président de la Commission, parce que là, on va voir
vous avez raison, ça va être devant nous l'exemple du débat sur le budget. Ça va être spécialement intéressant et instructif. Mais au-delà de cette parlementarisation ou de cet développement des procédures représentatives classiques en Europe, je vois l'insuffisance de la réflexion, et encore plus de l'action évidemment, sur le développement d'autres types, pas seulement d'institutions, mais de pratiques, qui puissent donner consistance à la légitimité, ce que j'appelle une légitimité d'exercice par rapport à la légitimité d'autorisation. Alors, j'aimerais bien avoir votre point de vue sur ce point précis, et de savoir si on pourrait dire, en faisant un petit échange, comment on voit réciproquement les institutions ou les pratiques, quelle que soit leur nature, susceptibles de développer cette forme de légitimité d'exercice et pas simplement une légitimité d'autorisation. Je crois que c'est un politologue allemand que vous connaissez bien, Fritz Scharpf, qui fait la différence entre input et output legitimacy. Je ne suis pas complètement d'accord avec cette distinction, mais il y a bien une distinction entre, je dirais, une légitimation procédurale et une légitimation substantielle, pour faire Donc, j'aimerais bien que vous avoir un petit moment d'échange sur ce point-là. Avec plaisir, avec plaisir. Bon, je vous remercie beaucoup de l'exactitude et de la générosité aussi avec laquelle vous exprimez votre accord sur un point de ce que j'ai dit, qui, à nos yeux, à l'un et à l'autre, est très important. Bon. Je ne sais pas s'il y a une différence conceptuelle en dernière analyse irréductible entre le pragmatisme que j'ai invoqué en me couvrant du grand nom de Max Weber et la distinction des deux aspects des deux formes de légitimité ou des deux aspects que vous évoquez pour votre part. J'ai tendance à évidemment, Max Weber commence avec une définition qui se veut à la fois réaliste ou pragmatique, dénuée au fond de préjugés constitutionnels. C'est presque une définition d'ascendance machiavélienne. Et puis, d'autre part, très formelle, de sorte que elle semble nourrir la possibilité d'une pensée de l'autonomie du politique plutôt que d'une articulation substantielle, comme vous l'a proposé, entre les deux niveaux ou les deux types de légitimité qui fondamentalement relient entre eux l'exercice du pouvoir, les formes du pouvoir et l'évolution de la société. Bon. Mais il me semble que dans la perspective de Max Weber, la dimension sociologique, on n'est pas là pour commenter indéfiniment Max Weber, mais la dimension sociologique revient nécessairement avec force à partir du moment où on se pose la question de l'obéissance ou de l'exécution ou de la régulation, en termes de conflit de force finalement, ou d'antagonisme entre des forces de soutien et des forces d'opposition, des forces de consensus et des forces de dissensus. Bon. Et ces forces, on ne peut pas les définir de façon elle-même purement formelle ou idéale. On est bien obligé d'entrer sur le terrain de l'histoire et de l'analyse sociologique. Bon. Et à cet égard, évidemment, ce qui est
ce qui est le plus fondamental pour la période à laquelle Max Weber se référait et qui constituait pour lui l'horizon de toute sa réflexion, c'est, je dirais pour aller très vite, le poids relatif de l'idée de consensus national ou de communauté des citoyens qui soit à la fois civique et historique ou ethnique, et d'autre part des facteurs qui sont liés au conflit social, c'est-à-dire en termes marxistes à la lutte des classes. Bon. Donc c'est pour ça que c'est ce qui fait que Weber a eu une idée aussi extraordinairement lucide par avance de ce qui allait constituer, me semble-t-il, j'espère que vous serez d'accord avec ça, le socle sociologique majeur sur lequel, dans l'histoire des sociétés européennes et notamment des sociétés d'Europe occidentale, s'est construite l'articulation des deux légitimités que vous évoquez. La capacité, non pas d'abolir, d'anéantir la conflictualité des intérêts sociaux, mais de trouver des compromis entre eux ou de les articuler, dans le meilleur des cas, même de les organiser en une sorte de spirale, je dirais, de progrès, spirale vertueuse de progrès commun à l'intérieur du cadre national. Encore une fois, il y avait des conditions de possibilité géo-historiques ou géopolitiques à tout ça que nous pouvons laisser provisoirement de côté, même si, bien sûr, elles sont déterminantes. Alors, c'est ce que, pour ma part, et j'étais très content d'être rejoint sur ce point par quelqu'un d'aussi averti que Robert Castel, à la suite de certaines des discussions que nous avions eues, j'avais cru pouvoir appeler de façon intentionnellement provocatrice l'État national social, ou l'État national et social. Et il me semblait que l'articulation alors, quelque chose qui s'est construit entre la fin du XIXe siècle, on peut remonter loin dans l'origine des politiques sociales des principaux pays européens. Vous-même, vous en avez proposé des analyses que je trouve extraordinairement instructives et même exemplaires. Et puis, de là, à travers des crises dont on sait bien qu'elles ont été très violentes, des guerres, des moments de la décolonisation, etc., on est passé à une sorte de consolidation de ce cadre. Bon. Et de ce fait, la capacité de l'État en interaction plus ou moins libre, plus ou moins ouverte avec des forces sociales, des syndicats, des négociations, d'apporter des réponses, au fond, à un certain nombre de besoins fondamentaux ou d'opérer des processus de redistribution, d'instituer quelque chose comme la sécurité sociale, a contribué, à mon avis, de façon décisive à légitimer la forme nationale des institutions représentatives elles-mêmes. Bon. Mais l'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire si ces institutions, à la suite d'une histoire qui est différente dans chaque pays, qui est passée par des crises très violentes, n'avaient pas comporté une légitimité intrinsèque dont, en particulier, et là je fais plus que vous rendre grâce, je salue le caractère absolument fondamental de votre travail. L'histoire du suffrage universel a été la substance même du point de vue institutionnel. Alors il n'y aurait eu aucune possibilité de réguler les conflits sociaux. Bon. Donc, légitimité d'autorisation, légitimité d'exercice, si on veut le concrétiser de façon historique, sans sortir de la perspective pragmatique, si vous voulez, qui était celle de Weber, j'aurais tendance à le transporter sur ce terrain. Et du coup, j'en termine, on se retrouve, pour ce qui concerne l'Europe, au rouet, c'est-à-dire devant le paradoxe et l'impasse
à laquelle je faisais allusion tout à l'heure et qui prend maintenant la forme très précise que nous savons. Non seulement comment pourrait-on imaginer quelque chose comme une Europe sociale en même temps que supranationale, mais comment l'Europe sociale pourrait-elle faire partie des perspectives de la construction européenne, alors que la tendance massive de toute la dernière période, et ça fait partie intégrante du projet de révolution par en haut auquel je faisais allusion tout à l'heure, en essayant de ne pas trop tomber dans les poncifs de la dénonciation du néolibéralisme, etc., et justement de faire tourner la roue dans l'autre sens. Bon. Alors, vous allez dire, vous tombez à votre tour dans le cercle que vous dénonciez, c'est-à-dire vous imaginez que la légitimité de la construction européenne ne pourrait pas être autre chose que, d'une certaine façon, la transposition ou la reproduction à l'autre échelle du mécanisme d'articulation des légitimités qui a fonctionné au niveau national. Si c'est pas ça, il faut proposer une autre solution, un autre discours. Mais de toute façon, je suis complètement d'accord avec vous, il faut ce double ancrage dans le politique et dans le social. Non, moi je suis évidemment d'accord sur ce plan-là, c'est que de toute façon l'histoire des démocraties, ça a à la fois été l'histoire d'une intégration politique, le fait de devenir sujet politique, vous avez donné comme titre à votre dernier livre « Citoyen-sujet », et puis de construire un espace de redistribution. Mais en même temps qu'il y a eu cette dualité, je dirais, construction du monde civique, d'un monde civique et construction d'une communauté de redistribution, c'est vrai aussi qu'il y a eu une extension au-delà des mécanismes électoraux, des formes de prise de parole, des formes de représentation, des formes d'expression. Et ça nous amène sur le second point, c'est la forme de l'Europe. Parce qu'effectivement, le très frappant de l'Europe, c'est qu'il y a eu un imaginaire fédéral qui a été en croissant, alors que la réalité était celle d'une stagnation de l'espace de redistribution. Le fait frappant, c'est tout de même que le budget européen n'a pas changé depuis la signature du traité de Rome jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire depuis plus de 60 ans. Il est resté autour de 20%, et là, il va descendre encore un petit peu. C'est un cas unique dans l'histoire d'une construction collective, que cette construction collective remplisse une part croissante dans l'imaginaire de ceux qui en sont membres et qu'elle stagne de façon aussi spectaculaire dans l'ordre des moyens de sa réalisation. Donc ça, je crois que c'est un phénomène qu'il faut interroger. Cela veut dire que la première génération des pères fondateurs de l'Europe, celle des Monnet que vous avez citée, son raisonnement, c'est exactement ce que vous avez dit. Son raisonnement, c'était vraiment les passions et les intérêts. Pour qu'il y ait moins de passions, mettre fin aux guerres, il fallait mettre en avant les intérêts. Bon, c'était l'application d'Albert Hirschman avant l'heure, si je puis dire. Mais peu à peu, c'est devenu aussi autre chose. La dimension proprement politique a pris une importance qui n'était plus simplement celle de la balance passion et intérêt quand il s'est agi d'intégrer dans l'Europe les ex-dictatures du Sud. Et c'était différent aussi avec la chute du communisme. Et à ce moment-là, toute cette économie mentale, si je puis dire, des pères fondateurs, elle s'est trouvée peu à peu épuisée. De même que s'est trouvée épuisée ce qui était le propre de la deuxième génération des pères fondateurs, c'est la politique des petits pas, loin des peuples, en disant... Et tout d'un coup, il y a eu un pas plus grand que les autres, qui était celui de l'union monétaire. Mais qui, ça Jacques Delors l'a bien expliqué, pour lui, l'union monétaire, c'était un pas en avant, mais plus important, mais de même nature que les autres. Et au moment de la crise, on a découvert que pour faire face à une difficulté financière, l'Europe avait 60 milliards d'euros, alors qu'il en fallait 10 fois plus, au moins. Et donc, là, le moment de vérité, c'est celui-là, c'est que pendant longtemps, les Européens ont vécu sur un imaginaire de l'Europe qui ne correspondait pas à la réalité. Et cet imaginaire de l'Europe qui ne correspondait pas à la réalité, il était spécialement fort dans les années 80, quand on a commencé à voir justement que le contrat social commençait à
à se fissurer dans un certain nombre de pays. On a reporté sur l'idée d'Europe sociale ce qu'on commençait à constater de forme de décomposition des solidarités ou de déconstruction des États-providence au niveau national. Donc, est-ce qu'il n'y a pas, là aussi, à prendre acte du fait qu'il n'y a pas de translation possible des difficultés de la constitution de chaque société au niveau européen, mais qu'il faut, d'un certain point de vue, renationaliser aussi les problèmes. Renationaliser la question de la démocratie, renationaliser la question de la solidarité, à un moment où ce qui menace, c'est, vous l'avez dit, le développement des inégalités, mais aussi le développement des phénomènes séparatistes. L'Europe est minée par les séparatismes aujourd'hui. C'est même le continent du monde le plus menacé par les séparatismes. Donc, au fond, on a le sentiment qu'on est entre deux feux. Il faut renationaliser, en quelque sorte, la réflexion sur la démocratie, renationaliser la question de la justice sociale, et en même temps, à cause de la globalisation, internationaliser un certain nombre de choses. Donc, est-ce que l'Europe n'est pas entre deux feux ? L'Europe n'est plus l'espace, ne peut pas être l'espace de production de la solidarité, n'est pas l'espace d'invention de la démocratie, et elle n'est plus, ou elle n'est pas vraiment l'espace d'internationalisation nécessaire. Donc, de deux choses l'une. Ou bien c'est devenu un espace qui est considéré, qui peut être considéré comme devenu non pertinent, ou bien alors ça peut être l'espace tout simplement, je dirais, d'expérimentation d'un universalisme qui devrait être mis en place. Et donc, au lieu d'être un projet fédéral, ce serait un projet universel, mais une expérimentation limitée de l'universel. Alors, j'aimerais bien avoir votre avis sur cette façon de concevoir la... Je m'apprêtais à dire, en regardant ma montre, que je vous laisserai volontiers la conclusion parce que je n'avais pas de désaccord avec ce que vous dites, mais évidemment, je ne peux pas me dérober à votre demande. Au contraire, j'en suis très heureux. C'est volontairement provocateur. Oui. Je partirais volontiers de cette phrase que vous venez d'employer de façon justement intentionnellement provocatrice. L'Europe n'est pas l'espace de production de la solidarité. Moi, ce que j'ai tendance à penser, c'est qu'il faut partir de la contradiction dans ce qu'elle a de plus aigu. C'est-à-dire pas simplement une réflexion, si intelligente soit-elle, nourrie de droit, d'économie et de sociologie, qui garde un caractère hypothétique, qui se demande au fond... à quelles conditions pourrait-il y avoir un espace de production de la solidarité qui soit autre que l'État-nation, et éventuellement plus large. Et c'est là qu'on débouche effectivement inévitablement, et certains de nos interlocuteurs les plus prestigieux, dont Habermas lui-même, ont bien illustré cette vacillation ou cette oscillation dans leurs propres travaux, sur la question de savoir pourquoi cet espace devrait être particulièrement l'Europe. Il est bien évident que toute une partie, et même sans doute essentielle, des solidarités auxquelles nous pensons, qui sont des solidarités de type économique, mais qui sont, et par voie de conséquence, bien sûr, avec des conséquences sociales, mais ça va bien au-delà de ça. Ce sont des solidarités de type environnemental. Il faudrait quand même qu'on ait eu le temps d'en parler un petit peu, ou qu'on en parle une autre fois. Je pense que nous sommes tous conscients de l'importance de cet aspect des choses. Ou bien ce sont des solidarités de type culturel et par voie de conséquence morale, auxquels les phénomènes de migration et de diaspora qui caractérisent de plus en plus le monde d'aujourd'hui confèrent évidemment un espace d'exercice qui n'est pas purement continental. Bon, donc toutes ces questions qui relèvent en effet de ce que vous appelez un universalisme, et je suis tenté de dire un universalisme concret, pas simplement un universalisme moral ou un universalisme idéal, n'ont pas de
raison a priori, simplement de principe, d'être traité au niveau européen, et peut-être même y a-t-il de très fortes raisons de se méfier d'une tentative pour les traiter à un niveau exclusivement européen, c'est-à-dire en fait pour déplacer des exclusivismes d'une échelle à une autre, en plus sans garantie de succès, politique. Bon. Néanmoins, je serais tenté d'argumenter en faveur d'une importance et peut-être même d'une priorité stratégique de la question européenne pour nous aujourd'hui, à un double titre. Premièrement, en tant, j'y faisais déjà allusion précédemment, que le succès, le progrès effectif d'une construction européenne elle-même démocratique, ça fait beaucoup de conditions naturellement, pourrait constituer l'un des leviers, l'un des moyens effectifs d'attaquer avec quelque chance de succès ces problèmes culturels, économiques, environnementaux et finalement sociaux qui se posent à l'échelle mondiale. Certains d'entre eux relèvent de ce qu'on pourrait appeler globalement la régulation. Il y a différents types de régulation, bien sûr. D'autres, ce qu'on pourrait appeler la protection, y compris la protection des cultures ou la protection des identités. C'est une considération, je ne sais pas si elle est weberienne, j'espère qu'elle n'est pas schmittienne, de type pragmatique, justement, qui me semble très difficilement contournable, au fond, c'est l'idée de l'altermondialisation. D'une façon ou d'une autre, toutes ces questions, si on veut les envisager dans une perspective démocratique, impliquent quelque chose comme une altermondialisation. Bon. Et les nations individuelles, surtout, il faut bien le dire, à partir du moment où leurs propres finances sont prises en otage par un système de crédit et de spéculation internationale comme nous le voyons aujourd'hui, ne sont pas des acteurs effectifs ou des acteurs crédibles de l'altermondialisation, sauf à former des coalitions qui soient suffisamment organiques et qui soient suffisamment légitimes à leurs propres yeux. Alors on est sur le fil du rasoir. Je disais, j'espère que c'est pas une considération schmittienne, parce que effectivement, dans la dernière période, on a vu ressortir de façon significative la catégorie schmittienne du Großraum, de l'espace géopolitique, dans des perspectives qui ne se voulaient évidemment pas totalitaires, qui n'étaient même pas nécessairement identitaires au sens que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire qui n'impliquent pas nécessairement que l'Europe se constitue des ennemis, mais qui relevaient simplement de la discussion en cours sur le monde multipolaire. Bon. Et évidemment, j'avais employé, vous avez cité le titre de mon livre, combien maladroit, j'en suis tout à fait conscient, l'Europe, l'Amérique, la guerre, etc., dans lequel je reprenais à mon compte l'expression aujourd'hui très en vogue de Frederick Jameson, le médiateur évanouissant, dont je me suis aussi servi dans d'autres circonstances. Je verrais plutôt l'Europe de ce point de vue comme un médiateur, évanouissant, ça veut dire disparaissant en quelque sorte dans sa propre intervention, que comme un empire contre d'autres empires. Bon. Mais la deuxième raison, et je conclurai là-dessus, si vous permettez, qui est encore plus forte en un sens à mes yeux, c'est que justement nous ne sommes pas dans une situation idéale. Hein. C'est-à-dire que l'Europe, si l'Europe n'est pas, ou si on peut craindre que l'Europe ne soit pas l'espace de production de la solidarité, c'est pas simplement parce qu'elle en serait incapable, c'est parce que telle qu'elle fonctionne aujourd'hui comme complexe, ne disons pas magma, mais comme système plus ou moins transparent d'équilibre entre des pouvoirs économiques, des pouvoirs administratifs et des autorités politiques, elle travaille contre les solidarités.
Bon, or, ceci n'était pas... elle les défait. Et c'est sur ce terrain même que je pense qu'il faut porter le fer, en quelque sorte, repolitiser la question par toutes sortes de voies qui impliquent, bien sûr, la représentation, l'action des parlements nationaux ou européens, mais qui doivent évidemment être beaucoup plus larges que ça. Je suis d'accord avec vous, la démocratie ou la démocratisation, c'est peut-être une formule encore meilleure, la démocratisation de la démocratie est un processus qui fait exister de la citoyenneté dans la forme d'une multiplicité de pratiques, dont certaines sont en effet complètement institutionnalisées ou étatisées, mais dont beaucoup ne le sont pas. Et si elles n'existaient pas, enfin, pas l'ancien théoricien de l'autogestion que vous êtes, que je vais apprendre ça, si elles n'existaient pas, les mécanismes représentatifs eux-mêmes n'auraient pas de substance ou d'efficacité. Bon, donc c'est au moyen de tout l'ensemble de ces instruments politiques, subjectifs, collectifs, objectifs pour certains d'entre eux, qu'on peut essayer de résister sur son terrain même à l'entreprise au processus. Si je dis entreprise, on va croire que c'est un projet satanique, etc. Bon, au processus de démantèlement des solidarités auxquelles nous assistons aujourd'hui, et sur lequel il ne faut pas se cacher quand même que la paix relative des sociétés dans lesquelles nous vivons repose pour une large part. Non pas pour les reproduire purement et simplement à l'identique, mais pour leur trouver, le cas échéant, des substituts ou des équivalents qui soient adaptés aux conditions d'aujourd'hui. Alors naturellement, on pourrait se poser la question de savoir s'il y a eu, à un certain moment, vous parliez de Delors, dans l'histoire de la construction européenne, quelque chose comme une occasion manquée. Évidemment, bon, on peut pas. Quand on entend les interventions d'Helmut Schmidt, je trouve superbe les choses qu'il a dites dans la dernière période, y compris à propos de la question de savoir comment l'unité allemande avait bénéficié de l'acquis des solidarités européennes pour pouvoir réussir elle-même relativement ce qui n'allait pas de soi. On repense à la conjoncture dans laquelle le projet commun de mise en place d'une Europe politique, d'une Europe monétaire et d'une Europe sociale avait été plus que théorisé par cette espèce d'alliance qui n'était pas purement et simplement tactique, je crois, d'une partie de la démocratie chrétienne et de la social-démocratie européenne. Bon, évidemment, marxiste dans mon genre avait tendance à penser que c'était un écran de fumée pour les intérêts de la bourgeoisie. Je ne pense plus du tout cela, parce que je vois la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, quand l'idée même de cette combinaison a été dramatiquement remise en question. Est-ce qu'il s'agissait d'une illusion pure et simple ? Je ne le crois pas. Mais d'un autre côté, je ne peux pas non plus penser que ce soit complètement par hasard, si vous voulez, que des deux projets sur lesquels Delors avait fondé tout ce qu'il a expliqué de l'avenir de la construction européenne, faire l'Europe monétaire et faire l'Europe sociale. Il y en a un qui s'est effectivement réalisé, avec plus ou moins de succès, mais enfin qui est là, et l'autre qui est passé à la trappe et aux oubliettes. C'est donc bien qu'il y avait des intérêts très puissants qui s'y opposaient. Ces intérêts sont là plus que jamais, et c'est avec eux, d'une certaine façon, que nous avons à nous affronter. Pas seulement sur le terrain des mobilisations de rue, mais sur celui des arguments et des projets. Eh bien, les arguments, nous continuerons à en discuter, notamment en vous lisant. Merci d'être venu.